Communauté internationale face aux derniers événements en Égypte. Ban Ki-moon condamne l'usage excessif de la force contre les manifestants. Les affrontements de ces 3 derniers jours au Caire ont fait 10 morts. Vous découvrez les dernières images qui nous sont parvenues de la place Tahrir, c'était la nuit dernière. Les manifestants, vous savez, refusent de confier leur révolution à l'armée. L'optimisme des dirigeants du Golfe face au conflit en Syrie. Ils estiment que Bachar al-Assad signera l'accord de la Ligue arabe d'ici ce soir. Celui-ci prévoit la fin de la répression ou encore le déploiement d'observateurs étrangers. On est en ligne avec Selim El Medem à Beyrouth. Selim, il faut se méfier de Bachar al-Assad qui a déjà fait faux bond à la Ligue arabe. Oui, tout à fait. Alors le Premier ministre du Qatar, Ahmed Ben Issam Al-Thani, qui dirige le comité arabe sur la Syrie, affirme avoir reçu des informations selon lesquelles Bachar el-Assad allait signer le plan de sortie de crise, mais il s'empresse d'ajouter « nous verrons si c'est vrai ». La prudence est en effet de mise, puisque cet accord, accepté sans réserve par la Syrie il y a un mois, n'avait finalement pas pu être appliqué. Damas avait alors refusé une liberté totale de mouvement aux observateurs que comptait et compte toujours envoyer la Ligue arabe. Alors en plus de l'envoi d'observateurs, vous le disiez, le plan prévoit le départ des forces armées des villes et la libération des prisonniers politiques. Aujourd'hui, pourtant, le régime se trouve sous une pression très importante pour accepter ce plan. Tout d'abord, jeudi dernier, la Russie a pris ses distances avec Damas en dénonçant l'usage excessif de la force fait par les autorités syriennes. Et samedi, le Premier ministre du Qatar avait déclaré que la Ligue arabe envisageait de saisir le Conseil de sécurité si Damas refusait d'accepter le plan de sortie de crise. Et en attendant cette hypothétique signature, la répression continue en Syrie. Oui, tout à fait. Des affrontements ont fait rage entre soldats et déserteurs dans plusieurs régions du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 6 soldats et 6 civils ont été tués à Homs, au centre du pays. Au nord-ouest, dans la province d'Idlib, ce seraient 7 civils qui auraient été tués par balle, alors que les affrontements entre soldats et déserteurs se poursuivaient pour le 2e jour consécutif. Puis des affrontements similaires opposeraient toujours déserteurs et soldats dans la ville de Daël, dans la province de Dera, au sud du pays. Alors on le voit, la situation sur le terrain est toujours extrêmement tendue. L'opposition au régime ne faiblit pas. Un appel à la grève générale lancé la semaine dernière est toujours suivi dans de nombreuses régions du pays. Par ailleurs, dernière information, on vient d'apprendre la libération de la blogueuse américano-syrienne Razan Razaoui, blogueuse de 31 ans, incarcérée depuis 2 semaines par le régime syrien. Elle aurait retrouvé la liberté contre une caution de près de $300. Merci beaucoup Selim pour toutes ces précisions depuis Beyrouth. Et dans le même temps, l'opposition syrienne essaie de rassembler ses forces et de parler d'une même voix. Le Conseil national syrien s'est réuni en congrès de ton le week-end à Garmat en Tunisie. Une conférence de presse est prévue en fin de matinée. On devrait en savoir un peu plus sur la stratégie du CNS. Hommage unanime en République tchèque, mais aussi à l'étranger après la mort de Václav Havel, dissident, philosophe, président. Il a profondément marqué l'histoire européenne. Ses funérailles devraient avoir lieu vendredi. Retour de DSK sur la scène publique. L'ancien directeur du FMI a participé ce lundi à un forum économique à Pékin. Dans son discours, il a bien sûr évité d'évoquer ses derniers déboires devant la justice américaine. En revanche, il s'est exprimé sur la crise que traverse la zone euro. En l'absence d'action forte des dirigeants, DSK estime que la région pourrait être privée de croissance économique pendant 5 à 7 ans. On passe maintenant à la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va bien sûr commenter d'abord la mort de Kim Jong-il et son fils devrait lui succéder, il s'appelle Kim Jong-un. Kim Jong-un qui vient d'être désigné grand héritier de la cause révolutionnaire, chef exceptionnel du parti, de l'armée et du peuple de Corée du Nord, ce qui ne laisse pas présager a priori des lendemains qui chantent pour les Nord-Coréens. C'est en tout cas ce que pronostique The Atlantic qui répond assez sommairement à la question « What's next ?» Quelle va être la suite? Elle risque fort de ressembler à ce qui a précédé, écrit le site, qui évoque le lien fort construit depuis des décennies par la dynastie Kim avec les Coréens du Nord et la tentation pour les cadres du régime de jouer sur la xénophobie pour rallier les habitants aux nouveaux dirigeants. Un nouveau guide qui partage sans aucun doute la vision du monde de son prédécesseur. À voir dans The Daily Telegraph, Hélène, le portrait qui est fait de ce jeune homme dont on sait finalement assez peu de choses.
pas même son âge exact. On voit une photo où il a 11 ans. A priori, Kim Jong-un pourrait avoir aujourd'hui 27 ans, ce qui ne l'a pas empêché d'atteindre le rang de général 4 étoiles et d'occuper un poste de haut niveau. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de représenter son pays lors d'une importante visite diplomatique à la Chine en mai dernier. Kim Jong-un, donc, qui est le plus jeune des 3 fils de Kim Jong-il, dont le nom signifie nuage vertueux et qui a été élevé en Suisse. Il pourrait y avoir appris, nous dit-on, à parler anglais et allemand. La presse internationale commente également largement ce matin la disparition du dissident et ancien président tchèque Václav Havel. Václav Havel, l'écrivain, l'opposant historique au communisme, l'artisan de la révolution de velours en 89, devenu au bout de ce chemin le président de la République tchèque. Et c'est bien sûr à la une de toute la presse nationale, souvent sans autre épitaphe que ces 2 dates, 1936 2011 et l'humanité de son sourire. La disparition de Václav Havel, sur laquelle revient également Hélène The Guardian, qui salue cet acteur qui a tenu le rôle principal dans une pièce qui a changé l'histoire. L'allusion, bien sûr, à son travail de dramaturge et à son œuvre de dissident. The Guardian qui évoque aussi avec nostalgie un homme qui n'était pas juste un Européen, mais un Européen qui, avec l'éloquence de l'auteur dramatique et l'autorité de l'ancien prisonnier politique, nous rappelait la dimension politique et morale du projet européen. La mort de Václav Havel, écrit The Guardian, nous rappelle ce matin tout ce que l'Europe contemporaine et la Grande-Bretagne en tête, je cite, conçoit au mieux comme allant de soi et au pire l'a oublié, cette Europe de plus en plus introvertie et craintive qui traite la politique avec mépris et exaspération. Václav Havel, dont la vision et la sagesse embrassaient non seulement l'art du possible, mais aussi l'art de l'impossible. Et on passe de la révolution de velours à la révolution du Nil en Égypte, ou plutôt une contre-révolution, comme le disent aujourd'hui les autorités après les récents affrontements au plein centre du Caire ce week-end. Et les violences de ces derniers jours ont pour symbole une image, cette image qu'on retrouve à la une du journal égyptien The Arabist, qui titre simplement « Menteurs ». Menteurs, ces généraux égyptiens qui prétendent défendre l'ordre contre les violences des manifestants, contre cette femme qu'on voit traînée par les bras, battue, lynchée par 4 militaires. Une image qui dit à elle seule l'horreur qui s'est abattue sur la place Tahrir, écrit The Atlantic. La violence et l'humiliation dont se rend coupable une armée qui s'éloigne chaque jour un peu plus de cette promesse qu'elle avait faite aux Égyptiens de se tenir à leur côté. On va maintenant en République démocratique du Congo. Joseph Kabila devrait prêter serment demain au terme d'élections largement contestées par son principal opposant, mais aussi par le centre Carter. Kabila Mobutu Light, c'était il n'y a pas si longtemps le titre de Jeune Afrique, rappelle ce matin la Tribune de Genève, qui rappelle aussi, Hélène, que l'hebdo nuançait à peine alors en page intérieure un zeste de répression en moins, une rondelle de démocratie en plus. Un numéro daté d'il y a à peine 1 an, rappelle la Tribune, qui qualifie la réélection de Joseph Kabila de plus que douteuse. Tant pis, je cite, si les observateurs de l'Union européenne ont relevé des ambiguïtés, des irrégularités, peu importe que le centre Carter juge l'élection trop imparfaite pour être crédible ou que le Sénat américain réclame un recomptage là où les voix ont été plus nombreuses que les votants inscrits. En RDC, écrit la Tribune, la démocratie, la vraie, attendra. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. On passe maintenant au rappel des titres et bien sûr à la